Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 97 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Flavie, qui nous partage son parcours d'écrivaine en fantaisie, mais aussi sa double casquette d'illustratrice. On évoque ses méthodes d'écriture, l'importance du partage, de la discipline, et les expériences de Flavie dans les communautés d'écrivaines et d'écrivains. On fait aussi une petite parenthèse sur l'espèce de mythe romantique de l'écrivain qui s'enferme avec des cheveux un peu trop longs et trop sales, en fumant des clopes et en buvant du café. Et j'avoue, on n'est pas tendre. Mais le message derrière tout ça, c'est que l'écriture, ce n'est pas censé faire souffrir. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre, quoi. Ose écrire. Et du coup, j'ai vu que t'écrivais surtout de la fantaisie. Ouais, Et moi, surtout. j'aime beaucoup j'aime, ouais, j'aime beaucoup porter tu sais, l'attention sur les titres. Et du coup, là, toi, j'ai vu. Alors, du coup, comme j'ai dû fermer toutes mes pages internet, j'ai plus le nom entier, mais je sais qu'il y a Sylph dedans, Ouais. qui, si ma mémoire est bonne, sont des élémentaires d'air, non? Quelque chose comme ça? Alors, d'origine, oui, c'est de là que vient le mot. Moi, j'en fais quelque chose d'autre dans mon roman, mais j'avais été charmée par la sonorité de ce mot, et donc je l'ai attribué à des êtres qui n'ont pas tout à fait le même statut, mais qui ont un peu cet aspect éthéré dans mon roman. Voilà. Dont le titre est La mémoire des sylphes. Hmm. Moi, j'ai pas besoin de page internet, heureusement. Voilà, c'est ça. Bah, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'après, j'ai juste dit de mémoire, donc comme ça, tu vois, Mais ça allait j'avais le lien. parfaitement. Mais ok, ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, de ce que tu en as fait là des sylphes, toi, comment tu te les as appropriés et qu'est-ce qui représente dans ton univers? Puisque comme ils sont dans le titre, ils doivent quand même avoir une importance capitale. Alors, je peux pas trop en dire parce que ça fait partie un peu des Hum, choses qu'on découvre dans le tome 1, mais de manière très schématique, ce sont des sortes euh, d'êtres un peu éthérés qui ont le pouvoir de donner une certaine capacité à la personne dont ils deviennent, enfin, la personne qu'ils choisissent comme hôte. Donc, hum, ils possèdent leur porteur et leur donnent un pouvoir particulier. Voilà. Et les personnages principaux vont être amenés à s'entraîner pour potentiellement être choisis. Voilà, à se préparer pour ça. Donc encore une fois, je peux pas trop en dire dessus parce que ça s'étend sur le tome 1 eh, et la suite aussi. ouais, Donc j'imagine que ouais, voilà. j'imagine que c'est pas évident, mais du coup c'est très intriguant là, ce que tu partages, parce qu'il y a cette notion. Alors déjà, j'aime beaucoup le mot éthéré. Tu vois, c'est dans le titre de mon premier livre. J'aime Ah beaucoup oui. je sais pas, il a une poésie, ce mot, je trouve. Mhm. Euh, et et il y a cette notion du coup de rentrer dans un autre. Donc, alors tu vois, tout de suite, moi, ce que ça m'évoque, c'est des thématiques comme, ok, si je suis l'hôte de quelque chose ou de quelqu'un, quel contrôle je garde sur moi, etc., etc. Alors, je Mhm. sais pas si tu vois, c'est des choses tout de suite qui m'évoquent, et ça m'intrigue beaucoup sur la manière dont tu déroules ça. Après, je sais pas si je suis dans le juste ou pas, je sais pas si tu peux me dire oui ou non, mais en tout cas, tu m'as intrigué. Voilà. Je peux pas trop confirmer, mais on va dire que c'est pas euh, t'es pas complètement en dehors des problématiques qui vont être Hmm, abordées dans la trilogie, ça c'est sûr. ouais. Voilà. Et tu l'avais pensé comme une trilogie dès le départ? Alors j'étais sûre que ce serait au moins 2 tomes, et en fait le tome 3 est tellement dense que je pense que il tiendra en 3 tomes. Et même là, il va falloir que je sacrifie des plotlines parce que
Parce qu'en fait, quand on s'attache au personnage, on a envie de raconter un peu de tout, un peu l'histoire de tout le monde. Au début, t'as que les trames des personnages principaux, puis ensuite tu découvres les autres et t'es en mode ah, je voudrais que ce soit plus grand. Et parfois, faut être raisonnable, donc on va dire 3 tomes. Je cache pas le fait qu'il y a certains moments, je me dis ah, un préquel, ça pourrait être sympa, mais j'en suis très loin encore. Je suis dans l'écriture du tome 2, donc déjà se focus là-dessus et puis on verra plus tard. Mais C'est, 3 tomes. c'est, Ok, ok. Tu sais que c'est passionnant, je trouve que ce que tu partages, parce que c'est un des gros enjeux des écrivains et des écrivaines de fantasy. C'est toujours au fur et à mesure que tu développes l'histoire, bah, forcément, tu as envie de parler de tout, et puis en plus, c'est ton univers, donc tu as envie d'autant plus de l'explorer. Comment tu fais, toi, pour réussir à, tu vois, comme tu l'as dit, là, à finalement peut-être choisir les plotlines que tu as envie de développer et d'autres où tu te dis, bon, bah, en vrai, celle-là, faut que je la mette de côté. Et même si je l'exploite plus tard dans une préquelle, dans une suite, je sais pas. Comment tu arrives à faire ce choix, toi? Alors, déjà, je dois commencer par dire que je suis pas très très bonne à ce choix, toute seule. C'est pour ça que je m'entoure et je suis quelqu'un qui est tout de suite partagé dès mes premiers écrits très très bancals avec mes parents, ma famille, ce que j'écrivais. Et en fait, ça m'a aidé à avoir régulièrement des retours, de voir qu'est-ce que les lecteurs ou auditeurs à l'époque euh, euh, retenaient, quelles sont les questions qui se posent et peut-être quelles sont les choses qui les intéressent un peu moins. Et en fait, l'avantage du tome 1, c'est qu'il a d'abord été publié de manière hebdomadaire sur un site qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Plume d'Argent. Et en fait, dans ce premier jet, en fait, qui était publié de manière hebdomadaire, euh, j'avais beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de plotline et de potentiel pour les tomes suivants. Et quand je l'ai réécrit, j'ai par exemple eu des personnages où je me suis dit, ils sont très intéressants en eux-mêmes, mais j'ai pas du tout la place de leur donner. En fait, c'est un peu plus par amour de ces personnages que j'aime bien. Je peux pas me permettre de les couper à ce point ou d'en montrer qu'une toute petite partie au risque de les ruiner. Donc en fait, je me suis dit, bon, je garde leur concept. Au pire, je les adapte dans un autre univers. Au mieux, je leur fais un préquel et ils ont leur place appropriée. Mais c'est la coupe est un peu, un peu obligatoire quand on se rend compte de la taille du truc et on se dit ah mais moi je veux qu'il soit publié. C'est un peu Bah, ça aussi. c'est clair que c'est un vrai enjeu, que ça. C'est toujours l'équilibre entre l'univers et l'histoire. Mm. Alors ce que je vais dire là va surtout parler aux gens qui écrivent de la fantasy forcément, mais euh, quand on a envie d'écrire des romans, que ça soit en auto-édition ou en édition classique, effectivement, l'univers doit être au service de l'histoire et pas l'inverse finalement. Euh, euh, Parce que sinon, bah, tu fais une encyclopédie, quoi. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais c'est pas forcément le but, et très souvent des auteurs de fantasy. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai un world building, mais j'avoue que ce qui me fait beaucoup plus écrire, mon moteur, on va dire, c'est plus la complexité des personnages et des scènes d'interaction en fait qui vont être mon moteur. Et en fait, le monde, il va se baser sur mes souhaits et la raison que je vais avoir d'avancer. J'ai envie qu'il se passe tel truc. Et en fait, je fais une arborescence en me disant, bon, bah, si je veux qu'il se passe ça, et ben, il va devoir y avoir ça, ça, ça. Et je suis pas... Je pense que c'est peut-être une facilité pour l'instant. Ça, je dis pas que ça changera pas plus tard, mais pour l'instant, mes mondes ont toujours commencé par une esthétique qui me plaisait. Et ensuite, je les ai développés, mais j'en suis pas à faire une bible, quoi. Je suis pas Tolkien. Hmm. Ils sont développés, ils sont riches.
mais je me laisse aussi libre d'apprendre à les connaître à travers des personnages, beaucoup. Mmh. J'entends que tu le découvres aussi, c'est ton univers, en l'écrivant, quoi. Tu t'en fais ta En propre, partie, ouais, ouais. en partie. OK, OK. Parfois, c'est en fait, en Et général, ce que je découvre, c'est les petits aspects. Les gros, les gros principes, les gros axes, ceux qui sont importants pour l'intrigue au large, en général, je les ai découverts, et déblayés et creusés avant. Mais des petits aspects de la culture, des petits ah tel personnage il va avoir tel intérêt, tel goût culinaire, ce genre de choses. Ça, je vais le découvrir au fur et à mesure. En fait, un peu comme si mmh, je voyageais avec eux. C'est surtout valable pour le premier jet, parce que le deuxième jet, l'intentionnalité passe un peu plus dans l'écriture, mais dans le premier jet, il y a ce plaisir de découvrir un peu, de voyager avec des personnages au plus proche de leur culture, en fait. Ça, c'est toujours fun. c'est ouais, c'est clair. Franchement, c'est vrai que c'est un passage super agréable de découvrir, heu, bah, ce que tes personnages vont faire dans l'univers, quoi. Tout à Parce fait. qu'évidemment, tu as raison effectivement, généralement, ce que tu as envie de raconter, les intentions que tu as avec le roman, elles sont claires. Donc tu as plus ou moins le déroulé, alors de manière plus ou moins précise en fonction du niveau de structure dont tu as besoin, quoi. Mais, heu, mais après il reste tous les petits trous à combler et eux qui sont des découvertes au fil de l'écriture et c'est vraiment comme tu as dit, franchement, c'est super fun, quoi. C'est tellement cool de vivre ça. Ah Mmh. bah si c'était pas cool, on n'écrirait pas de roman, hein. Ah bah Il y aurait ça, beaucoup moins de gens pour les lire aussi. ah ouais, c'est clair, hein et franchement, tu sais, c'est toujours le truc que je commence par dire, écrire, c'est un processus qui est long. Alors tu vas y passer plusieurs mois. Alors si t'aimes pas le processus, ça va être compliqué, quoi. Donc effectivement, Ouais. c'est de savoir, ce qu'on aime dans l'écriture, bah, pour pouvoir, vivre ce kiff, quoi, en fait, hein. Aussi simple que ça, Mmh. quelque part. Enfin aussi Mais ah, simple, c'est de dire voilà. oui, on s'est compris. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, dans les faits, dans les faits, écrire un livre, c'est 50 000 mots de suite. Donc tu peux écrire, 50 000 fois le mot un, tu auras un livre. Maintenant, Oui. une fois que Est-ce tu as qu'il dit aura ça, l'intérêt? voilà, c'est ça. Et c'est après justement tout l'idée d'aligner avec ce que toi tu as envie de raconter et cetera et cetera. Ouais. Mais ouais. OK et alors du coup forcément moi ce qui me titille avec, l'univers de fantasy que tu crées, je me demande, est-ce que c'est un univers que dont la création t'est venue récemment? Ou alors c'est une vieille idée, que tu as depuis longtemps? Alors, c'est une idée qui est bon, par rapport à mes autres idées de romans qui datent souvent, heu, le plus loin, c'est, toute fin primaire, mais le plus c'est la plus récente quand même. Donc 2018, j'ai fait OK. le premier «croquis» entre guillemets du monde et de la problématique de ce roman. Il n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il y a maintenant, mais c'est l'un des rares où, c'est un rêve. Enfin, j'ai encore certaines images. Je sais plus ou moins où mon imagination est allée les puiser, ce qui est toujours très drôle. Heu, je sais ce qui a un peu l'étincelle, je sais d'où elle vient, mais ouais, c'est un monde qui est pas si vieux par rapport à d'autres mondes que je porte depuis bien plus longtemps et qui en fait, je peux pas à moins de les retravailler profondément, ils sont difficiles à exploiter, maintenant parce que tout ce que j'ai écrit, qui parfois se compte, enfin c'est très, très long, Mmh. sont pas exploitables parce qu'en fait, souvent c'est dû à un manque de maturité émotionnelle et les personnages, même si j'y suis très attachée, réagissent pas comme devraient réagir des personnages de soit l'âge, soit la culture, soit le background. Mais je pense que cette phase-là était importante pour en arriver là. Mais, mais ça m'étonne pas que ce soit la mémoire des Sylphes qui soit d'abord été publiée plutôt que les autres, parce que l'idée était plus proche de qui je suis maintenant et donc plus facile à exploiter. Mmh, c'est super intéressant, tout ce que tu amènes. Ça me vient
une tonne de questions. Alors je vais essayer de commencer comme ça me vient. Déjà, tu as partagé quelque chose à la fin là qui est effectivement passionnant. Ça me ressemble plus et donc forcément c'est plus facile de l'exploiter. Bah ça c'est très vrai, hein. C'est tout l'intérêt d'identifier ce qu'on a envie de raconter et pourquoi c'est important pour nous de le faire. Et parenthèse mise à part, tu disais, dans l'univers des sylphes là, tu te rappelles des origines de l'idée et de l'étincelle. Est-ce que tu peux la partager ou pas cette étincelle qui t'a fait, créer cet univers? Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je sais qu'il y a, moi à l'époque, surtout à l'époque, je faisais beaucoup de rêves très, un peu comme si je regardais et vivais un film à la fois. Et c'était une source d'inspiration. Et même dans le rêve lui-même, j'étais en mode ah, c'est super comme inspi, on va recommencer. Et je recommençais le rêve plusieurs fois. Donc c'était une époque assez particulière au niveau de la manière dont je rêvais. Maintenant, Mmh. j'évite parce que ça me bouffe le sommeil. Mais, du coup, c'est des rêves assez complexes et avec des histoires un peu imbriquées les unes dans les autres. Mais je sais qu'il y a un passage où mon cerveau est allé chercher une image du passeur d'aurore de Narnia. OK. C'est très précis, c'est le passage où ils arrivent dans la maison sur une île où il y a un manoir invisible et il y a une sorte de jardin avec des haies, un peu des arbres en forme de boule, une sorte de pelouse. Et je sais que mes personnages passaient là-dedans et ça m'avait frappé parce que je me suis dit ça je connais. Ça c'est pas mon cerveau tout seul. Il y a quelque chose. Ça te donne aucune information, Putain, tu sais que mais tu viens de me il y a faire un flashback sur Narnia là. J'avais pas repensé à ça depuis une éternité. Putain, incroyable, incroyable, ouais, bah, il y a incroyable des scènes et qui te marquent. ouais et du coup, c'est cette scène-là que tu revis plus ou moins en rêve et c'est comment? C'est le matin, tu te lèves et tu fais, «Oh putain, j'ai une idée», quoi. C'est comme ça ou Alors, c'était un peu plus long? c'est le oh putain, j'ai une idée, il arrive dans le rêve en fait. C'était une époque où Incroyable. je pouvais provoquer des rêves lucides. Encore une fois, Ah, c'est tu pas étais une très d'accord. bonne chose parce qu'on a pu, après le sommeil empathie, on est moins Ouais. reposé. Mmh. Mais à l'époque, je ne savais rien. Je l'ai un peu payé plus tard, mais c'était tout un passage où je faisais des rêves très, très, très compliqués et très, très, vraiment comme un film. Et c'était des aventures où alors même que je vivais le rêve, à la fois en mode omniscient et personnage principal, ce qui est toujours assez perturbant dans les rêves, il y avait cette dimension de ça, c'est une bonne idée. Parfois, Mmh. je me levais et je le notais. Parfois, j'avais peur d'ouvrir les yeux, donc j'écrivais les yeux fermés sur le post-it, parce que je me disais, à partir du moment où j'ai les informations du monde réel, ça attaque l'espèce d'image résiduelle du rêve. Bon, au final, tout ce que j'ai noté à côté, c'est jamais très très exploitable. Mais c'est toujours très fun d'avoir cette espèce de frénésie au réveil en mode c'était génial, il faut que je le note, c'était incroyable. J'ai entre guillemets repassé le film toute la nuit pour essayer de m'en souvenir. Et arrivé le matin, tu le Ah notes, tu ouais. fermes pour éviter d'être dérangé par le monde réel. Et après, tu regardes, t'es en mode, c'est n'importe quoi. Mais parfois, il y a des idées. Parfois, C'est il y a des idées. C'est rare. c'est vraiment Flavie, j'adore ton partage parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai cette sensation de tu es en pleine nuit, tu fais un rêve, tu te dis: «Mais c'est l'histoire du siècle». C'est tellement intéressant et tout et effectivement, tu as ce truc, moi quand ça m'arrive en pleine nuit, et alors je fais juste une petite parenthèse parce que, personnel, j'ai eu un moment un peu comme toi aussi où je faisais, enfin je notais beaucoup mes rêves, même quand c'était en pleine nuit et petit à petit, tu développes cette capacité-là justement de rêve lucide un petit peu ou en tout cas de sensation de commencer à maîtriser plus ou moins ce que vit ton esprit la nuit là
Et effectivement, par contre, c'est hyper crevant. Et il y a un moment vraiment où tu dis: «Non, mais en fait, j'ai envie de dormir» et donc t'arrêtes tout ça. Et du coup, depuis, quand je fais des rêves, ça m'arrive beaucoup moins souvent, mais quand j'en fais, je fais comme toi. Tu sais, tu les yeux fermés de répéter les scènes, de les répéter et quand tu te lèves le matin, tu les écris et après tu fais: «Non, attends, alors je crois qu'il y a quand même un problème de cohérence là, je comprends plus du tout ce que c'est cette idée. Qu'est-ce que je vais faire de ce machin?» Et c'est en vrai, c'est super drôle. C'est super drôle. Ouais. Et ouais et ce que ça me fait venir, c'est que, en même temps, tu vois, toi, pour créer l'univers des Sylphes, quelque part, tu as eu besoin de tous ces de toutes ces notes ou toutes ces idées qui te serviront peut-être jamais, mais qui ont permis, à ton esprit aussi de se vider pour en garder vraiment que l'utile, et l'exploitable quelque part. Bah, tout à fait. Moi, je dirais même que maintenant, comme j'ai beaucoup d'inquiétudes qui ne concernent pas l'écriture et qui sont, plus des inquiétudes, d'adultes ou de proto-adultes, heu, c'est plus je me rends compte que je réfléchis moins, dans une journée à, mes personnages. Pas non plus de manière, mais enfin, quand j'étais à la fac, même au lycée, je faisais quasiment que ça. Je sais pas comment j'ai passé d'ailleurs, mais que j'ai passé mes études, mais du coup, il y a quand même un temps enfin, moins grand que je passe à ça. Et du coup, la conséquence, c'est que quand je me mets à écrire, ça me demande un peu plus de temps avant de replonger dedans. Une fois qu'on on est lancé, mais j'ai besoin d'une plus grande phase de lecture. Donc Mmh. de lecture, d'écriture et depuis que j'ai retrouvé que je suis de nouveau dans un boulot, classique avec, ben, en faisant prof là, les je sens que ce besoin en fait d'échappatoire revient. C'est pour ça que je trouve que ça demande beaucoup de discipline et de travailler à vraiment 100% hauteur. J'admire beaucoup ceux qui le font, mais je pense que il faut une autre activité pour équilibrer, qu'elle soit professionnelle ou pas, mais je pense qu'on a besoin l'écriture a besoin de quelque chose d'autre pour l'alimenter, je trouve. Quelle que soit la chose en question, mais Mmh. souvent ça aide, on va dire. Mmh. Alors je te rejoins, tout à fait. C'était, c'est tout à fait vrai à plusieurs égards. À mon sens, tu as aussi la créativité se recharge de par ce qu'on vit, et donc Mm, si tu vis plus rien d'autre que l'écriture, bah, de facto, à un moment, c'est comme si tu vidais ton réservoir et à un moment, bah, tu plus de réserve, quoi. mm. Et après plus largement, c'est aussi, ouais, c'est équilibrant, de parfois prendre le recul et de sortir de cet univers-là. Et après, tout simplement, il y a aussi des gens qui en fait, ont pas forcément la capacité de devenir écrivain. Enfin, alors attention, non, 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 C'est que pas je dis, capacité. Moi, je pense que c'est plus une question voilà, d'intérêt, en fait. exactement, exactement. Intérêt ou C'est persévérance. Il tout y a à aussi fait. C'est ça. pour ça, tu fais très bien, justement, que j'ai commencé à parler, je me suis dit: «Oh là là, c'est pas du tout ça que je veux dire». C'est plus le rêve d'écrire un livre et de devenir, écrivain au sens «j'ai écrit un livre» ne Ouais, nécessite pas que tu sacrifies tout et au contraire, ça peut être très sain dans un rituel, dans un rythme d'auteur de de devenir à l'aise avec le fait de dire: «Bah, en fait, j'ai mes impératifs, j'ai ma vie, j'ai ma santé, j'ai ma famille et sur le temps libre qui me reste, je décide d'exploiter ce rêve-là». Et ouais, à mon sens, c'est quand tu prends conscience de ça et que tu déconstruis un peu ce mythe de l'auteur, qui plaque tout et qui vit dans la pauvreté en fumant des cigarettes et des cafés à 4 heures du matin, que merci tu Baudelaire. te ouais, c'est clair. Non et que tu te libères, tu vois, de ce poids-là et que tu arrives à, en fait, à devenir, ta propre version de l'écrivain ou de l'écrivaine Mmh. et donc là, Moi, tu abordes un ouais. je trouve que, encore une fois, le métier d'auteur à plein temps, il est possible, mais en général, ce sont des gens qui, soit par exemple, une mère qui a une vie de famille très... Elle est aussi maman à plein temps. C'est un job, c'est pas un job rémunéré, Mmh. mais c'est un job à plein temps. Donc il y a quand même cette notion-là qui arrive. Ça laisse pas beaucoup de temps à l'écriture, ça je l'admets, mais ça peut alimenter quelque chose. Je pense que les plus grands écrivains qui ont
à la fois la capacité monétaire et l'intérêt enfin l'envie de travailler uniquement en tant qu'auteur à plein temps, je pense ils ont cet équilibre. J'arrive pas jusqu'à dire que je sais ce que c'est, mais je pense il est crucial, vraiment. Ouais, moi je te rejoins tout à fait, c'est ce que je partage, quasiment, quotidiennement avec, les auteurs que j'accompagne qui sont tous des auteurs qui ont des vies en fait. Au sens, ils ont des travails, des familles et cetera et c'est très, très important de parler de ce cliché qui est un peu la vie dure, parfois quand même, Bah, dans c'est l'imaginaire l'auteur collectif. romantique. C'est l'auteur romantique que je critique. C'est pas le fait d'être un auteur à plein temps. Ah oui, non, bien sûr, C'est je la vision de l'auteur romantique qui, par amour pour son art, sacrifie tout. Sa exactement. santé, ses amis, c'est une lubie du 19e siècle dont on subit encore les effets parce qu'on est hyper infantilisé en tant que, en tant qu'auteur. Donc, Mmh. c'est ah, tu fais ça, mais C'est c'est un hobby. T'es en mode, ah non, ouais. pas Tu sais d'accord. que je suis ravi de parler de ce sujet-là avec toi parce que c'est marrant, le podcast qui va sortir là dimanche, demain là, c'est justement Ouais, je parle d'un film que je viens de voir, qui s'appelle À pied d'œuvre, ouais. et qui raconte, l'histoire vraie d'un photographe qui, plaque tout, alors qu'il gagnait très bien sa vie pour devenir écrivain et le film raconte justement, ce et qu'en fait, il vit dans la pauvreté, quoi. Et donc, il se met à faire des petits boulots pas terribles pour pouvoir survivre et continuer à écrire, etc. Et tu vois, j'ai trouvé. Alors, ce qui serait, c'est si tu as l'occasion de voir ce film un jour, tu me Ouais. partageras ce que tu as ressenti en le voyant. Mais moi, je suis ressorti de ce film avec justement ce cliché, tu vois, de l'auteur qui sacrifie tout pour écrire, qui souffre pour écrire. Et j'aime pas trop cette croyance que l'écriture, c'est souffrir, tu vois. Oui, l'écriture, c'est long, mais ça veut pas dire que tu es obligé de souffrir à chaque pas, quoi. Je veux Mais dire, on c'est. souffre dans toutes les tâches, en fait. Le problème, c'est que le problème de cette idée, c'est que ça sous-entend que comme on a décidé que c'était la définition que si tu ne souffres pas dans ton écriture ou si tu n'es pas cette espèce d'image torturée, alors soit ce que tu écris n'a pas d'intérêt, sous-entend, et là en général les gens condamnent tous les genres dans lesquels où on s'amuse, donc Mm, la romance, la fantaisie peut-être un peu plus légère, parce que dès que c'est un peu sérieux, les gens respectent, ça mais va. Mm. il faut que le livre soit chiant pour qu'il ait de l'intérêt. Moi, je suis très très contre cette idée. Je trouve pas qu'il y ait de livres chiants à proprement parler. Il y a des livres qui correspondent ou non à l'intérêt de la personne qui lit. Parce que moi, si moi, je sais pas, une encyclopédie des plantes, elle peut m'être utile, mais elle m'a pas forcément un grand intérêt. Il y a des gens qui vont la lire religieusement, tu vois. Ils vont se dire, waouh, comment Mm. est-ce qu'il est bien dessiné ce truc, comment est-ce qu'il est bien écrit, comment est-ce que c'est bien documenté, je ne sais pas. Tu vois, donc, de livres chiants à proprement parler, non. Des livres problématiques, il y en a toujours en fonction des idées qu'on a, mais de cette espèce de d'impératif de si tu es un vrai auteur, tu dois souffrir et donc finalement on va rien faire sur les questions de rémunération et tout. C'est mais tu fais ce que tu aimes, tu souffres, mais tu Mm. fais ce que tu aimes, donc Euh, finalement oui, chut. ça c'est va. c'est hyper paradoxal et pas et très très ancien. Enfin c'est une idée assez Ouais, ancienne et pas ouais, ouais. elle demanderait d'être mais enfin elle demanderait d'être revue mais tu t'entends, si t'écoutes un peu la Ligue des artistes auteurs qui s'occupe aussi, pareil, beaucoup les artistes auteurs et comment est-ce qu'ils sont considérés par l'État, toutes ces choses-là, ils font un travail incroyable et eux, ils sont très très opposés à cette idée-là, dont on subit encore une fois les conséquences encore aujourd'hui. Donc, Ah bah, c'est clair, hein, c'est clair, et j'irai voir du coup là, ce que fait la liste des artistes auteurs parce que c'est vrai que je me suis pas forcément renseigné, mais ça c'est pareil. Moi, c'est un cliché contre lequel je me battrai toute ma vie,
Et tu vois, ça m'a presque déprimé d'aller voir un film qui parle d'écriture et je me suis dit: «Putain, on aurait pu avoir, justement une conclusion qui dit que finalement c'est pas, parce que tu es publié ou que tu gagnes de l'argent que tu deviens écrivain» et je suis reparti de ce film avec cette sensation, tu vois? Et je me suis dit: «Putain merde, les clichés ont encore la vie dure, quoi» et Ouais. Puis heu même, c'est en fait, et c'est une sorte de fantaisie d'une élite qui n'écrit pas et qui fantasme sur l'idée de l'artiste. Enfin, excusez-moi, hein, mais ils sont plus amoureux par l'idée de l'artiste que par la production elle-même de l'artiste. je suis, merci beaucoup pour tes mots, Flavie, parce que tu viens de partager un truc que j'arrivais pas à dire. Dans le sens où j'avais pas encore réussi à mettre les mots sur ce que je pensais et tu viens de le faire. Donc ouais, merci, merci. Trop bien. Je partage tout à fait, ton avis et moi, je pense au contraire qu'écrire, c'est absolument pour tout le monde ou en tout cas que pour tous les gens qui ont envie de s'y essayer Ouais, et c'est très je bien suis comme assez ça d'accord. et alors Pour moi, pardon, c'est du coup, on a totalement, on a totalement dévié. dévié, dévié du sujet dont on parlait. Mais alors, je reviens du coup sur une question que j'avais voulu te poser tout à l'heure. Euh, du coup, j'ai senti dans ton partage que l'écriture t'a vraiment accompagné toute ta vie et que t'as jamais décroché de l'écriture, même pendant tes études, etc. Qu'est-ce que tu peux raconter un petit peu sur ton rapport à l'écriture depuis ton enfance et jusqu'à aujourd'hui comment ça, ouais, comment tu la vis? Alors, l'écriture, bah, tu vois, on parlait de rêve tout à l'heure. Elle a commencé après un rêve particulièrement complexe et sur une question des dragons, des trucs, enfin hyper classique en soi, mais à l'époque je m'en rendais pas compte. J'avais 9-10 ans au primaire et j'ai commencé à écrire dans un vieux carnet et en fait je pense que ce qui me je me rends compte en discutant avec d'autres auteurs et autrices que c'est pas toujours le cas, mais encore une fois, moi j'ai partagé tout de suite ce que j'écrivais avec ma famille et plus tard mes amis, parce que j'avais envie de partager les mondes les mondes qui commençaient à se développer dans ma tête presque trop vite. J'écrivais très très mal, l'orthographe absolument déplorable, mais j'ai eu la grande chance à la fois d'avoir une famille à l'écoute, malgré le fait que c'était pas toujours compréhensible slash audible, et surtout qui m'ont encouragée sur le principe plus que sur la production telle quelle. C'est beau. C'est toujours le cas, enfin, c'est assez cohérent avec qui sont mes parents, parce que on a commencé avec cette approche-là plutôt sur la peinture et ce genre de choses, et le dessin, parce que mon papa dessine beaucoup et peint beaucoup. Et moi, je l'ai toujours vu quand on était petit. On partait en vacances et lui, il faisait des toiles. Et il faisait des toiles d'huile, il peignait ce qu'on appelle nos cartes postales, qui sont Mmh. des tableaux des endroits où on allait. Donc j'avais ce rapport-là avec l'art, et j'étais la première de la famille à prendre le chemin de l'écriture. Et en fait, j'ai été encouragée pour l'instant, entre guillemets, on s'en fiche que ce soit bon ou pas, tu écris. Et je sais plus si c'était quel musicien il m'avait donné comme image, mais je m'en souviens toujours, je crois que c'est Goldman ou un truc comme ça, qui avait écrit des tas de chansons et qui les a sorties tout au long de sa vie après, mais il a commencé par écrire beaucoup et ensuite sortir. Et en fait, ça, c'était le premier conseil qu'ils m'ont donné, qui m'ont dit, bon, moi, du coup, je me suis pas arrêtée dans ma lancée, malgré le fait que mes idées, au début, j'en avais une très compliquée, très cliché, et puis ensuite, j'en ai eu de plus en plus, que j'écrivais en parallèle, et ensuite, mais ça, c'est venu après que mon père m'a dit, Flavie, c'est bien que tu écrives, mais il faut pas que tu aies qu'un seul projet. Mmh. C'est bon que tu n'aies pas genre un seul projet auquel tu t'identifies. Bon, il l'a dit avec des mots peut-être un peu plus simples parce que j'avais 10 ans, mais tout de suite il m'a dit attention, euh, le risque d'avoir qu'un seul projet, c'est de s'identifier à ce projet et que donc si ce projet ne marche pas, c'est toute une vie qui est remise en cause en fait.
et Mmh. en se détachant, dans une certaine mesure, son identité, entre guillemets, de cette création et en multipliant les projets, euh, en fait, on finit par s'asseoir plus dans le rôle d'écrivain que dans le rôle de j'ai ce projet et ce projet c'est moi et donc tous les critiques qui sont sur ce projet et ben je les prends pour moi et du coup c'est d'autant plus dur de corriger et de progresser et ce conseil là j'étais un peu focus quand j'étais petite j'ai fait ok compris il y a genre 10 projets nouveaux qui sont nés qui sont nés et c'est que des années plus tard où ça s'est au lycée où j'ai vraiment eu un projet que j'ai sur lequel je me suis vraiment euh, concentrée. C'était une dystopie et c'est la première fois que j'ai eu des retours entre guillemets professionnels par ma mère avait trouvé une amie qui avait une sœur euh, qui travaillait pour une maison d'édition et elle a revu mon texte, elle m'a donné des conseils plus techniques que pouvait pas me donner ma famille. Et ça m'a fait beaucoup progresser. Mais pour le projet aurait pu être porté à la maison d'édition, mais à cause d'un micmac un peu compliqué, ça s'est pas fait. Ça m'a un peu énervée et un peu déçue. Et du coup, je me suis lancée sur la mémoire des sylphes. Et je me suis lancée dans... après avoir montré à ma famille, j'ai montré à des gens que je connaissais pas à travers la plume d'argent. Et on en arrive plus ou moins ici, Mmh. à terme, où mes éditrices m'ont trouvé sur Plume d'Argent. Donc en fait, ça, t'as toute l'épopée Ah, de c'est fou. Flavie. C'est fou, en vrai, c'est trop cool. Et tu vois, quelque chose qui me marque dans le parcours que tu as pu partager, c'est l'importance du partage Mm, et du fait de montrer ce qu'on peut faire et d'oser montrer et d'oser mm, recueillir du feedback. Et quelque part, c'est en plus en s'ouvrant comme ça aux autres que naissent de très belles opportunités. Tu l'aurais pas montré à tes parents, t'aurais jamais reçu ces premiers retours, ou ton père t'aurait jamais partagé ce conseil-là. T'aurais pas partagé sur les plumes d'argent, tes éditrices t'auraient peut-être pas trouvé. Donc ouais, je trouve que c'est un très beau message de dire ça encourage au partage et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je pourrais jamais assez enfin, promouvoir le partage parce que c'est par là que passe le progrès. Enfin, Hmm. un auteur qui est réceptif aux critiques, j'entends par là des critiques Constructive. constructives, hein, bien sûr, c'est un auteur qui progresse. C'est un auteur qui est... Alors, il y a une certaine... Enfin, faut être capable de faire la part des choses et de voir ce que soit on souhaite, mais pouvoir entendre que son personnage, on comprend pas trop qui c'est, son personnage est un peu bancal parce que d'un coup il fait ça, d'un coup il fait ça, ou alors tout simplement vraiment sur le texte, euh, le vocabulaire est pas suffisamment ci ou ça, la syntaxe, la grammaire, enfin il faut, moi j'aurais encore une fois pas progressé comme j'ai progressé si j'avais pas partagé, mais il y a un autre facteur, il faut choisir à qui on partage au début. Parce que si j'avais pas eu un entourage aussi, comment dire, on n'a pas tous la chance d'avoir un entourage qui est aussi accueillant pour une pulsion créative. Et par exemple, si les parents sont pas du tout artistes et que ça les intéresse pas du tout, peut-être partager avec un ami qui, lui, comprend un peu plus cette dimension-là, ou un oncle, quelqu'un. euh, je pense que avoir en face quelqu'un d'indulgent et d'aimant, entre guillemets, euh, ça aide beaucoup, surtout au début. Parce que moi, les critiques de Plume d'Argent, je pense pas que j'aurais vraiment pu les comprendre et les prendre si j'avais pas été d'abord formée enfin, si j'avais pas appris à aimer la critique à travers des gens que j'aimais, qui faisaient des critiques sur mes romans, d'oser. Hmm. C'est vrai.
c'est vrai qu'il y a toujours, alors les critiques qu'on reçoit, déjà, il est toujours important de rappeler qu'elles parlent du texte et pas de la personne. Ouais. Et c'est vrai que parfois on a, enfin forcément les textes qu'on écrit nous touchent profondément, nous représentent. On a tendance, nous en tant qu'auteurs, à faire cet amalgame-là. Donc c'est bien parfois avant de recevoir les critiques, hop, de prendre un peu de recul, de commencer par se dire ok, on va parler de mon texte mais pas de moi. Et à partir de là, l'auteur reste quand même le décisionnaire. Mmh. Les critiques ou les commentaires sont toujours des invitations à. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut les prendre. Alors il faut pas rester non plus dans une posture égotique en voulant ne rien Ne rien entendre. changer. Bah, ça Mais pénalise d'abord soi-même, hein, quand on est dans cette dimension-là. ça c'est C'est sûr. c'est Ça c'est sûr. Et, et alors, mince, j'ai voulu rebondir sur quelque chose et c'est ah arrivé pardon. aussi vite que c'est reparti. Non, t'inquiète, c'est pas ta faute. C'était quoi? Oui, voilà, c'était toi, parmi toutes celles que tu as pu recevoir. Alors tiens, je vais prendre plutôt la période où tu partages sur Plume d'Argent, parce qu'en plus, je trouve que c'est hyper intéressant comme processus de partager au fur et à mesure, et donc tu as un espèce de processus itératif avec les gens qui te lisent. C'est quoi à la fois peut-être le conseil ou la critique la plus pertinente que tu as pu recevoir? Euh, ouais. Hem, alors, bah, les critiques qui sont sur Plume d'Argent, enfin qui étaient sur Plume d'Argent à l'époque, c'est le Plume d'Argent était essentiellement, constitué, de d'auteurs lisants. Donc on va avoir pas mal de j'ai eu pas mal de corrections surtout de la syntaxe. Moi j'ai un de mes lecteurs qui est devenu mon bêta lecteur euh, pour la suite. Donc là, lui, il m'a donné vraiment des gros conseils sur. Enfin, en général, c'est des remarques de lecteurs, et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que c'est en tant que lecteur, ça j'ai pas compris, ça, j'arrive pas à comprendre ce que c'est comme sens. Et donc, la manière dont c'est dit compte, parce que c'est pas culpabilisant. C'est ton livre est nul, c'est très bien, ça ne me sert à rien. Oui, Mais c'est. Oui. dire j'ai pas compris tel personnage, j'arrive pas à le placer, ou là ton intrigue, enfin franchement, l'action de ces personnages-là, euh, ils devraient faire l'inverse, ça correspond pas à leur caractère, ou des trucs de ce genre-là. J'en ai pas eu tant que ça parce que, entre guillemets, je, je faisais quand même relire avant, alors c'était surtout pour les fautes d'orthographe, mais à Mm. ma mère avant de le publier, parce que c'était quand même une pression pour moi de le faire. Normal. Mais j'ai vraiment eu. Je pense que ce qui m'a le plus apporté de Plume d'Argent, c'est pas franchement les critiques, c'est la discipline que je me suis imposée. C'est-à-dire que je me suis dit, Mm. ok, le but là, c'est de, je vais utiliser des mots pas très fun, fidéliser son public. Et donc, de faire ce que moi j'aimais bien avec les mangas, c'est-à-dire avoir une sorte de publication hebdomadaire, et donc qu'il y ait une attente qui se crée. Moi, j'avais déjà je publiais tous les vendredis, enfin je postais tous les jeudis soirs tard, et j'avais les premières lectures le vendredi. Et en fait, je faisais un format assez court, donc en 2000 mots, un chapitre de 2000 mots par semaine, c'était tenable, sauf pendant les partiels où je faisais une pause. Mais en fait, ce petit format régulier, et ben en fait, outre le fait que tu crées une attente, tu commences à apprendre à connaître tes lecteurs, etc. Surtout, toi-même, tu apprends à te montrer au rendez-vous régulièrement, et à faire cette petite production euh, toutes les semaines. Et même toi, tu finis par être presque comme ton lecteur. J'ai trop hâte d'avoir les retours sur ce chapitre. Et en fait, ça devient un moteur, en fait. Au début, on peut se dire que c'est s'imposer quelque chose de compliqué. Euh, et je dirais pas que ça l'est pas, de compliqué. Mais je pense qu'il y a un côté grisant aussi à avoir euh, euh,
comme une occasion par semaine réservée à l'écriture où tu vas mettre, enfin leur montrer un peu, dire ah regarde ce que j'ai fait, ça y est, c'est la suite. Et Mhm. les gens qui s'interrogent sur alors il va se passer ça, ah, comment c'est possible, ces petites choses-là, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu avec l'expérience que j'ai eue sur Plume d'Argent. Vraiment. Euh, c'est hyper c'est hyper intéressant ce que tu amènes parce que tout à l'heure on parlait d'amour de l'écriture et d'amour du processus et en fait là tu vois tu viens de partager une des clés qui toi t'a fait aimer ce processus aussi, c'était de dire ah mais en fait toutes les semaines je vais partager ce que j'écris et on va me faire des retours et il va y avoir cette boucle avec mes lecteurs. Et quelque part, tu vois, là, tu as mis le doigt sur un truc qui, toi, te drive et qui te permet de dire, bon, là, j'ai peut-être un petit peu la flemme d'écrire, mais en fait je vais quand même le faire parce que j'ai bien envie quand même d'avoir cette boucle avec les gens qui me lisent. Ouais, c'est ça. Et, Ça, et c'est, c'est... c'est, c'est ce qui est très important pour moi. Je Ouais. sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais là, maintenant que je suis dans le tome 2 et que du coup, je peux pas partager Hmm. de cette manière-là le tome 2, je sens un peu ça me manque en fait. Alors j'ai toujours mon bêta lecteur qui m'a suivi. Alors lui du coup je l'ai gardé. Il a l'exclusivité du premier jet. Mais c'est pas tout à fait pareil que de le montrer à tout le monde. Parce que une personne peut être indulgente, alors que quand c'est aux yeux de tout le monde, il y a un peu un côté tu t'engages et entre guillemets c'est hors de tes mains après, donc Hmm. advienne que pourra. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et oui, tu fais bien de le noter, hein, c'est ce truc, enfin, ce truc, ce, cet aspect qui, toi, te drive. Effectivement, c'est pas le même pour tout le monde, mais c'est ça aussi qui est magnifique, et c'est pour ça il y a jamais aucune méthode secrète qui a marché pour écrire des livres. C'est qu'en fait, ces métriques-là, elles sont différentes pour chacun, et chacun aura une manière de kiffer son processus d'écriture, et c'est Ouais, ça aussi qui le rend magnifique, hein, ce processus d'écriture. ouais. Donc, ouais. C'est hyper intéressant. Et tu vois, encore une fois, c'est génial ce que tu partages parce que on se rend bien compte que la manière qu'on a de trouver ce qui nous anime en écriture, c'est en faisant. Oui, c'est en Et faisant. c'est dans le processus que toi, tu remarques qu'en fait, cette boucle-là, elle te nourrit et t'aurais pas pu deviner avant sans le faire, de dire, Non. ah, Puis même, je dirais, mon ça petit prend couteau du qui se temps. réveille. Ça prend du temps. Oui, Parce que exactement. moi, j'ai pris presque. Allez, j'ai commencé. Si on dit que j'ai commencé à 10 ans et j'en ai 25, j'ai presque pris allez, entre 6 et 7 ans avant de vraiment comprendre qu'est-ce qui me drive. Et c'est que sur mes années de fac, donc j'avais entre 19 et 22 ans, j'ai commencé. La publication sur Plume d'Argent, c'était de 2020 à 2022. Donc j'avais de 20 à 22 ans. Ça veut dire que ça m'a mis vraiment 10 Mhm. ans pour me dire waouh, c'est ça qui me. Je me rendais pas compte avant, j'en profitais déjà parce que je partageais à ma famille, mais partager plus large, ça m'a mis 10 ans. Tu vois, donc euh, non seulement ça vient en faisant, mais ça vient aussi en faisant longtemps. On peut pas l'avoir instantanément. C'est rares sont les gens pour qui ça arrive, je trouve. Exactement, c'est un processus très itératif euh, et, et, et la seule première règle, c'est d'oser commencer quelque part, Mm. rentrer Et dans de- cette boucle itérative. c'est ça, Et et ouais, d'assumer le fait que bah, ce sera pas bon au début. C'est ça. ouais, c'est vrai. Et c'est pas grave. Et on le réapprend à chaque premier jet, hein. Parce que Ah moi, ça, après avoir passé, je sais pas combien d'années sur le tome 1, et donc d'avoir, je suis passé, je crois, 3 ans. Bah, j'ai terminé en 2022. Non, j'ai passé 1 an et demi à faire que de la réécriture et du retravail de trucs jusqu'à la sortie en 2025. Et en fait, là, je me relance dans un premier jet, je réapprends tout. Il faut que j'assume le fait que ce soit pas tout de suite quelque chose de clean, quoi. Et il y a un petit coup à l'ego, mais en fait, il est bon parce que ça rappelle que
Bah non, on commence pas avec un texte fini. Quoi qu'en pensent les gens qui n'écrivent pas, on Ah bah commence ça avec c'est un brouillon. oui, oui, ça heu, c'est vraiment ça, c'est le rôle du premier jet, c'est d'exister et pas d'être parfait. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on lâche prise sur cette perfection, alors, évidemment, c'est pas évident de lâcher prise et Non, c'est c'est pas et facile. c'est et c'est et c'est OK, chacun trouve, après, sa manière de faire. Heu, mais je peux rassurer, la plupart des gens que j'accompagne sont dans un moment ce truc de: «Putain mais, je me rends compte que mon premier jet va pas être parfait» et alors si vous êtes dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, c'est normal et vous allez vous en sortir, c'est normal et quelque part, c'est aussi ça qui est beau, un moment de lâcher prise et puis, tu sais que tu vas y revenir de toute manière Oui, puis et c'est entre guillemets, «c'est bon» parce que ça veut dire qu'on progresse au fur et à mesure qu'on écrit et on se dit: «Ouh là, on a un regard critique qui se marche». Il faut pas que ce regard critique se transforme en jugement et que le jugement personnel de notre œuvre, nous arrête d'écrire. exactement. Et c'est pour ça que partager peut aider, moi je trouve, parce que ça permet de sortir de la boucle, soit son livre, et du coup, le livre sort un peu de soi, et on a l'avis de la personne, et ça peut rassurer, ça peut inspirer même. Je trouve il y a toute cette dimension-là qui... Enfin, moi, pour moi, le partage est une manière assez efficace de sortir de cette boucle d'angoisse finalement et de jugement Mmh. qui peut arriver encore maintenant très régulièrement. Mmh. Alors ça aussi, c'est intéressant et j'ai un avis, peut-être un peu différent, tu vas me dire ce que tu en penses. Mhm, Hem, ce que j'ai pu remarquer quand même, c'est que alors je parle surtout des primo-auteurs, pas mhm, forcément je veux dire une fois qu'un auteur se connaît et qu'il sait comment il fonctionne, les règles sont d'autant plus différentes parce qu'il a vraiment, pris corps avec, la manière dont il écrit. Mais très souvent, je remarque, certains qui, avant même d'avoir fini, un premier jet ou d'avoir terminé, une fois le processus, sont à la recherche justement de feedback, mais pas alors et c'est là que je mets un bémol par rapport à ce que tu pouvais amener peut-être, c'est pas forcément en conscience et pas forcément, pour les bonnes raisons et alors ce que j'entends par bonnes raisons, sans voilà, c'est mhm. parfois, certains rentrent dans une sorte de procrastination, active. Dans le sens Ah, où: «Ah, je mhm. donne je donne mon texte à relire, c'est comme si j'écrivais, mais en fait, c'est une manière de se cacher et de pas aller se confronter, à l'acte d'écrire» et c'est pour ça que, typiquement, quelqu'un qui viendrait me demander avant d'avoir fini son premier jet si je peux relire son texte, moi je le questionnerais beaucoup sur: «OK, pour quelle raison tu as besoin de le relire? Sur quel aspect tu as besoin d'une critique?» Ah oui, oui. et si ça tombe sur des, «Ah mais c'est parce que je suis pas sûr que ça soit assez bon». OK, mais assez bon pour qui et pourquoi? Et là, après, toujours faire le lien avec la les le pourquoi et les raisons pour lesquelles toi t'écris. Si t'écris pour toi dans une démarche d'accomplissement personnel, heu, savoir si, tes 3 premiers chapitres sont bons, ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où, Bah non, bon les pour 3 premiers qui? chapitres, ils seront bons Voilà, qu'avec le retour des autres. Enfin, il peut y avoir des trucs exactement, techniques, mais en fait, ça passe voilà, après. Ça passe après. exactement et là, tu as mis le doigt sur, une des raisons pour lesquelles ça m'arrive de le faire, c'est quand, au fil de tirer ces questions-là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un truc de: «En fait, j'ai besoin de savoir si il y a une cohérence que j'ai ratée ou alors est-ce que ça suit vraiment les intentions que j'ai avec mon roman ou alors est-ce que techniquement j'ai pas raté quelque chose?» et là, ça peut être pertinent de faire relire, avant même d'avoir terminé le premier jet. Mais sinon, c'est aussi prendre le risque quand on se connaît pas, pardon, désolé, je parle longtemps, mais Non, non, c'est aussi prendre le risque de tomber dans une boucle de correction perpétuelle et tout à d'arriver fait. dans un truc où tu donnes ton chapitre à lire, tu as un retour, ça te donne envie de tout modifier, sauf qu'entre temps, tu as réécrit un chapitre et du coup, tu le fais relire et là, ça te donne encore envie de tout modifier et là, tu as une espèce de, tu sais, de fractal de correction et Ouais. un moment qui fait une espèce d'erreur 404
et qui te fait un peu, Ça te fait peur, en fait. voilà, exactement, exactement. Et alors c'est pour ça, c'est juste une petite nuance par rapport à ce que tu amenais, parce que t'es pas la première autrice à me partager comme ça que au fil de la découverte qu'ils ont fait de leur processus, ils se sont rendus compte que avoir des feedbacks perpétuels pendant l'écriture de leur premier jet, ça leur faisait beaucoup de bien. Ouais, mais Mais c'est pas n'importe quel feedback aussi. oui, C'est pas voilà, des, c'est ça. je pense que, alors moi c'est très particulier parce que souvent c'est fait par ma famille. J'ai très peu de personnes qui les relisent de manière entre guillemets professionnelle Mmh, ou vraiment intéressant. externe. Et j'ai toujours un peu les mêmes questions sur. Je donne par exemple un chapitre à lire à ma mère et ensuite je lui posais la question est-ce que qu'est-ce que tu as pensé des personnages dans ce chapitre-là? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Elle va pas franchement me donner d'informations qui. Enfin, ça c'est peut-être les retours particuliers de ma mère, mais euh, elle va plutôt me pousser vers l'avant plutôt que de me dire il manque quelque chose. Parce qu'en fait, elle Mmh, sait qu'on n'en est pas là. Et, euh, et souvent parce que là, récemment, il y a un aspect qui me taraudait un peu en fond sur mon premier jet. Je me disais, est-ce qu'on a compris? Enfin, est-ce que... parce que moi, je sais ce que pensent les personnages qui ne sont pas les personnages principaux, mais est-ce que l'intention est compréhensible? On a l'impression que c'est moi qui fais mal mon job. mmh. Parce que parfois c'est pas évident. Et j'ai reçu les retours de mon bêta lecteur et là j'ai la confirmation que ça y est, il vient de comprendre toutes les pistes que j'ai mis dans les chapitres précédents, mais comme Mmh. il vient de les comprendre seulement maintenant, je me dis bon, du coup il faudrait quand même l'expliciter plus tôt parce que ça arrive trop tard cette compréhension. Et donc Mmh. ça, c'est quelque chose que je vais mettre en post-it sur mon côté. Parce qu'en fait, je peux pas revenir sans arrêt Ouais, voilà. en arrière. Mais ça demande de la discipline aussi. Hein. C'est pas, on aurait envie de procrastiner. Mais je pense que euh, depuis Plume d'Argent, je le fais beaucoup plus relire chapitre à chapitre. Euh, Avant, c'était mou. Je revenais beaucoup moins sur mes textes Mmh. parce qu'ils étaient entre guillemets, lu que par ma famille. Donc, s'il y a des problèmes, finalement, d'histoire, je corrigeais très peu, en fait. Je Mmh. pense que maintenant, j'aurais plus ce problème-là, de faire attention. Il faut que je fasse attention à ne pas trop revenir en arrière. Mais comme les retours que je reçois sont souvent des retours plutôt des encouragements que des retours, à proprement parler. C'est vrai que tu parles Ouais, quelqu'un qui te demande des retours, en général, il demande des retours quasi pro. ouais, Euh, ouais, t'as et raison. en fait, moi, là, ce que je reçois, c'est pas des retours, c'est des encouragements. Je viens chercher, Ouais, je fais faire ouais. l'aumône, donnez-moi, donnez-moi la foi, s'il vous plaît. C'est en vrai, c'est trop cool que tu partages ça parce que ça, c'est justement, je trouve que c'est hyper inspirant d'entendre les auteurs parler un peu plus de la manière dont ils fonctionnent parce que ça déculpabilise aussi certaines manières qu'on peut avoir de mettre en place et de se dire ah mais putain pourtant j'ai entendu tel auteur célèbre dire qu'il fallait faire comme ça, je fais pas pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et c'est pour ça que c'est trop cool. Et effectivement, t'as dit un truc, mais la recherche de t'inquiète, t'es sur le bon chemin dans le processus d'écriture, d'où l'importance d'être bien entouré. C'est aussi important parce que, comme on l'a dit, c'est un processus long. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a la vie aussi qui fait que parfois le moral n'est pas forcément là. Et avoir des gens qui te rappellent que, ouais, t'inquiète, là ce que tu fais c'est bien et continue, bah ça fait vachement de bien en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre, vraiment. Ouais, Mm, pour ma part, j'écris vraiment pour les gens. Je sais mm, il y a des sortes d'écriture ou on a tous un peu un avis un peu à soi. Et il y a des écritures qui sont vraiment destinées à soi-même et qui font du bien à soi, mais je trouve que ça me fait du bien de sortir de moi à travers le roman et de montrer. Enfin, le roman devient en fait une manière de rentrer en relation avec les gens, en fait. Et comme mm, il l'a toujours été pour moi,
Maintenant, il devient aussi un moyen de renforcer la relation que j'ai avec ma mère et d'avoir des moments sympas de discussion. Et outre les moments où je lui fais relire, ça m'arrive aussi beaucoup de réfléchir, ce que j'appelle réfléchir à voix haute. Je lui explique ce qui soit me pose problème pour les futurs chapitres, soit les idées que j'ai eues pour résoudre des problèmes que je lui avais mentionnés plus tôt. Et de faire un peu ma sauce. Et elle va m'écouter avec un talent incroyable et parfois intervenir en disant mais alors il y a tel truc qui pourrait être intéressant. Et elle me laisse très libre, mais elle a souvent de très bonnes intuitions. Et moi, en fait, le verbaliser face à quelqu'un qui va pas forcément te dire quoi faire, mais rien que le verbaliser face à quelqu'un, ça peut aider à mettre de l'ordre dans la tête, je trouve. Du coup, Ouais. mes amis et ma maman sont souvent très victimes de mes réflexions à voix haute, mais euh, en général, je leur demande si ça les dérange ou pas, parce que sinon... mais en général, elles sont contentes de m'aider sur ce point-là. J'abuse pas, faut pas déconner non plus. Mais ça, moi, ça m'aide terriblement. Enfin, de le faire passer par autre chose que mon cerveau intérieurement avec sa petite voix qui fait marcher la turbine et à la main. Quand ça passe par la voix, c'est une autre manière que ça s'exprime. Et j'irais même plus loin. Pour moi, le dessin est aussi une autre manière de réfléchir. Donc parfois j'ai des scènes qui sont plus loin, j'ai peur de casser, de souffler un peu la bougie trop tôt en les écrivant maintenant ou en les décrivant. Du coup, je vais les dessiner pour que la description reste entre guillemets abstraite, que les mots soient pas fixés et que le sentiment de on n'est fixé que le sentiment et l'impression de la scène, des postures, mais rien de verbal. Et donc, en fait, ça me laisse très libre face à la scène future que j'ai envie d'écrire, mais que pour l'instant, c'est presque trop tôt. Tiens. Hmm. Alors, c'est trop cool parce que justement, je voyais le temps passer et je m'étais dit, on n'a toujours pas parlé du fait que tu sois illustratrice et du coup, là, tu fais la passe décisive par là-bas. Euh, Ouais. Alors quelle attends, place je t'arrête Vas-y. 2 secondes. Il faut que je monte là-haut dans ma chambre parce que y a pas de, j'ai pas amené le chargeur et sinon on va être Ah, coupé. Donc je t'attends 2 secondes, le temps que je me rebranche. petite interlude. Voilà. Petite interlude technique. Voilà. Sinon ça va être compliqué. Les aléas, les aléas, toujours. C'est ça. Tac. Et là, on est branché. Ça devrait fonctionner. C'est bon? Tu Ouais, m'entends au top, toujours? nickel. Très bien. Ouais. Nice. Donc oui, pardon, je Et disais. non, pas de problème. Et du coup, donc le parallèle avec ta casquette d'illustratrice, comment, alors je dirais, hein, quelle place a le dessin et les illustrations dans ton processus créatif d'écriture? Et ouais, quel lien tu fais entre les deux? Enfin ouais, c'est très large comme question en fait. Je suis assez fasciné par l'utilisation de tous les médiums créatifs et du coup je suis très curieux de savoir comment tout ça s'imbrique, tu vois, dans ton quotidien d'artiste quelque part. Je dirais que le quotidien, le dessin passait beaucoup de temps, enfin je passais beaucoup de temps à dessiner quand j'étais à la fac pour faire pendant que je faisais le premier jet, parce que je pouvais pas toujours écrire. Moi, en fait, je trouve que le dessin va vraiment avoir me permettre de réfléchir différemment, en fait. Parce que c'est un peu mettre le pied dans son univers, mais sans avoir buter sur les phrases, sur comment est-ce que je vais faire passer tel ou tel sentiment. Ça fait fonctionner une autre partie de mon cerveau, un peu moins je suis quand même dans des métiers assez verbaux, on va dire. Et Hmm. passer un peu plus par d'autres sens et une autre manière de réfléchir,
En fait, c'est libérateur, je trouve. Ça permet Hmm. vraiment de, je sais pas, rafraîchir un peu son imagination. Et comme je le disais tout à l'heure, je m'en sers beaucoup euh, pour fixer l'impression d'une scène future. C'est pas contraignant, c'est-à-dire que j'ai des dessins qui étaient des bonnes idées, mais qui ne sont pas, enfin, par lesquels je ne vais pas forcément passer. Mais c'est un peu comme si tu avais des teasers de la série que tu veux regarder. Euh, Hmm. Tu sais pas trop exactement comment est-ce que tu vas y arriver, mais t'as tellement hâte d'arriver à cette scène. Hmm. Pour moi, dessiner ces scènes-là, c'est le même effet. C'est-à-dire que le chemin n'est pas forcément toujours tracé entre moi et enfin, le début du roman et la scène en question. Mais c'est une scène qui va me motiver. Et moi, j'ai un peu parfois la sensation, je sais qu'il y a des auteurs qui peuvent s'amuser que ça aide d'écrire dans le désordre. Moi, je peux pas. J'ai beaucoup de mal. Parce que ça change tellement au cours du premier jet. J'ai tellement de choses qui se révèlent en fait avec le premier jet que faire un premier jet dans le désordre, ça me convient pas du tout. Euh, Hmm. j'ai besoin d'une certaine linéarité parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que beaucoup d'auteurs le disent. J'ai l'impression de lire mon roman quand je l'écris. Hmm. Je suis pas vraiment surpris parce que à la fois je le construis ce roman, mais j'ai quand même cette sensation de pour la première fois passer par ce chemin. Et si je me mettais à, j'ai des bonnes idées, mais je veux pas les perdre, mais les fixer par écrit c'est compliqué. Je vais les dessiner. Et j'ai très très tôt dans le processus d'écriture eu besoin euh, cette deuxième jambe, si tu veux. Pour moi, j'ai une jambe d'écriture, une jambe de dessin, et j'avais besoin d'équilibre en fait. Et j'avais besoin de me représenter les personnages, les scènes très tôt. J'ai des dessins terribles de mes tout premiers, mon tout premier roman. J'en ai plein, plein, plein. Euh, ça devient presque une BD. Alors c'est pas aussi proche qu'une BD, mais c'est un peu comme si je faisais comment on appelle ça? C'est pas un scénario, c'est euh, Du maquette, enfin des sortes de maquettes quoi ouais, de la version pour le film, tu sais, où tu euh, crées les shots par scène. Tu dessines pas toute la scène, mais t'as les shots, tu vois. Et bah, ouais. dans les premiers dessins que j'ai faits au roman de fantasy avec des dragons et tout, j'avais vraiment ça et c'était, parce qu'en fait, ça c'est né d'une frustration. Mon écriture n'allait pas assez vite parce que j'étais petite, j'écrivais pas très bien, euh, même quand je relis, je me dis bon, j'aurais peut-être dû ralentir un peu, déjà rien que dans l'écriture, mais c'était frustrant de ne pas pouvoir écrire assez vite. Du coup, le dessin permettait de s'avancer, d'aller un peu Hmm. dans les pré-shots des scènes futures des épisodes. Tu vois, Hmm. donc c'était par là que j'ai commencé, puis ensuite il y a eu le fait de mes dessins n'étaient pas très beaux et à partager bah c'était pas forcément ouf, donc je me suis améliorée parce que je voulais pas avoir le regard. Je me dis mon papa il dessine et donc quand c'est pas bon, bah du coup il va le voir et je le vois qu'il le voit, même s'il va pas forcément me dire c'est Oui. mauvais, je sais qu'il le voit, donc au bout d'un moment même pour moi j'ai envie de m'améliorer, puis j'ai aussi envie que les gens trouvent ça beau. Donc puis honnêtement pour moi-même, je sais quand c'est pas beau, donc quand ça ressemble pas à la vraie vie, un peu les humains qui ont des têtes un peu bizarres, des yeux un peu bizarres, des mains pas possibles, des pieds. J'ai toujours du mal avec les pieds. Mais je suis passée dans le trou sans fond de travail, d'anatomie, de dessin, de tout machin. J'ai fait ça un peu de mon côté, demandant régulièrement pareil, toujours des retours de mon papa qui dosait les compliments et les encouragements avec parfois des observations purement objectives. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait. Beaucoup de retours. J'ai toujours été comme ça. Et donc, c'était pareil pour le dessin. Et petit à petit, j'ai progressé en parallèle. Et ça me permettait aussi d'exprimer, par exemple, quand tu veux parler de ton roman, tu sais pas trop comment t'expliquer, surtout au début, t'as pas les mots. Même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver d'être très brouillon dans mes explications. Du coup, je montrais des dessins. Et c'était peut-être
ça parlait plus aux gens. Parce que pour rentrer Mhm. dans un livre, bah, il faut le lire. Alors qu'un dessin, c'est instantané. Et je pense Mhm. que c'est ça une des motivations que j'avais. C'est comme j'avais tellement besoin de partage, je suis passée par la méthode la plus instantanée possible. Ça, en vrai, c'est trop cool. C'est vrai, tu vois, genre, j'avais jamais vraiment pensé à ça, mais c'est vrai qu'en fait, le dessin est un peu plus instantané, que l'écriture ou pour que ça soit comme dans ta tête, bah, en fait, c'est pas pour rien qu'on fait un premier jet, une réécriture et puis qu'une deuxième et cetera et c'est vrai que le dessin a ce côté, mettre, ouais, une image Thématisé. sur ouais, exactement et mmh et moi, ce qui tu vois, encore une fois, je trouve ça trop intéressant parce que, Heu, un processus qui a marché pour toi en écriture fonctionne aussi pour toi en dessin. Ce côté très itératif, avec les retours, Ouais. et comme quoi en fait, c'est vraiment la démarche pour écrire un livre et plus largement, un peu tout type de projet qui nous tient à cœur, c'est vraiment de savoir et de s'interroger et de se questionner sur comment on fonctionne et donc d'apprendre à se connaître. Et donc il y a un truc très, développement, de soi-même dans tous ces projets et donc dans l'écriture et c'est assez passionnant, ouais. C'est quand on est un peu plus stable dans enfin moi j'ai écrit une grosse partie enfin pendant toute mon adolescence et quand finalement c'est que le livre où je suis un peu plus stable sur mes appuis qui a été publié donc finalement c'est enfin moi je trouve ça un peu drôle. C'est- le livre d'avant qui était passé pas trop loin qui était une dystopie assez sombre euh, bah, moi, quand je le lis, je suis en mode, c'est des bonnes idées, mais moi, je peux pas m'empêcher de voir dans ce livre-là, toutes les angoisses et puis les choses pas forcément super cool que j'ai vécues au lycée. Et je suis en mode, bon, bah, j'étais pas stable à ce stade. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas mûr. Et c'est que quand je me suis un peu de plus trouvée que j'ai eu le courage Ah, d'aller plus loin, quoi, et que ça a ça commencé a à failli plaire, être parfait. que j'ai pu partager plus loin et donc que ça ait pu plaire à d'autres gens. Moi, je me suis inspirée quand la décision de publier sur Plume d'Argent, elle est venue euh, des discussions que j'avais vues sur bah, c'est Christelle Dabos qui Et en faisait la merde. pub de Plume d'Argent. Parce qu'à la base, elle aussi, elle a publié la passe miroir sur Plume d'Argent il y a très longtemps. Et c'est les gens de Plume d'Argent qui lui avaient permis enfin, qui l'avaient un peu poussé pour qu'elle envoie la passe miroir à Gallimard Jeunesse pour le concours. Et moi, Putain, je peux cet rien faire esprit en de plus. communauté-là m'avait fait envie. Et c'était là que je suis allée. Bon, maintenant, ça n'existe plus, mais c'est par là que j'ai aussi rencontré, plein d'auteurs et autrices, sur des salons ensuite, enfin, Plume d'Argent, c'était une expérience assez sympa de partage et de enfin vraiment c'est dommage que ça se soit terminé, c'est un peu inévitable, mais il y a d'autres manières enfin, je pense que des communautés d'écriture avec des endroits où partager ses chapitres, ça existe toujours. Plume d'Argent n'était qu'une des communautés, il en existe à mon avis toujours. Allô? Ah, je t'ai récupéré, Flavie. Ah, pardon. Du coup, tu Non, m'entendais non, plus depuis c'est tout à l'heure. ouais, non, désolé. En fait, c'est ma connexion internet, elle a sauté et du coup, je suis passé en partage de connexion pour te récupérer et Ouais, heu et désolé, du coup, j'ai dû rater les 30 dernières c'est pas secondes, je grave. pense. C'est pas grave, t'inquiète. Hem, Je me qu'est-ce répète un peu. heu, si tu te rappelles de ce que tu partageais, tu peux reprendre là où tu en étais, je suis désolé. Alors, je sais pas du tout où est-ce que tu en étais arrêté, mais moi, ce que je disais, c'est que bon, l'expérience Plume d'Argent était vraiment incroyable, mais je pense qu'il en existe toujours des communautés où on peut partager ses romans, ses chapitres, avoir des retours et lire les premiers chapitres des autres. Enfin, je trouve que Mmh.
c'est dommage que ça n'existe plus, c'était un peu inévitable, mais je pense que c'est pas cette envie de partager n'est pas propre à Plume d'Argent. Il y a Oui. d'autres ressources de nos jours qui sont toujours disponibles. Il y en a de nouvelles qui sont créées. Je ne saurais plus donner le nom, mais je sais qu'il y en a récemment qui sont réapparus. Donc, Wattpad est un peu envahi, donc c'est un peu compliqué pour Wattpad, mais il en existe d'autres et je pense que l'idée de Wattpad à la base, c'était ça aussi. C'était, Ouais. c'était ce partage et cette espèce d'envie de retour et de donner aussi des avis sur les textes des autres. Enfin, je trouve que c'est, il n'y a pas que moi qui aime, entre guillemets. Non, mais c'est clair, c'est hyper précieux en plus Mm, d'avoir ces espaces-là. Ça permet à tout à chacun de trouver exactement le niveau de enfin, la manière dont il a envie de fonctionner, et c'est ça qui est super cool. mm. Et pour boucler, j'imagine que du coup, tu fais des illustrations pour ton univers des sylphes. Mhm. Euh, et à quel point c'est cool de pouvoir illustrer ce qu'on a en tête nous-mêmes. Alors, c'est à la fois cool, parce que, bon, je m'en rends compte surtout quand je vois les gens frustrés avec Hmm. leur propre univers en se disant je voudrais tellement le représenter. C'est là que je me dis oui, effectivement, c'est fun. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, il y a un côté libérateur à se dire je vais leur donner un visage et puis les regarder presque directement. Il y a un côté ils existent. Ouais, Ils sont pas que faits de mots, ils sont aussi disons ça je pense que c'est pour moi c'est très important. Je pense que c'est ce qui a motivé mes progrès en dessin, j'avais aussi envie de les voir être quoi. ouais, Et je pense que c'est aussi beaucoup de pression parce que, surtout depuis que je poste et que je publie des illustrations, c'est qu'il faut que ce soit bien fait. Parce qu'il faut. Moi, quand j'ai fait la couverture pour la mémoire des Sylphes, enfin, j'avais été embauchée par l'Arche des Songes sur ça. Bah, je voulais pas que ça fasse pas pro. Parce que techniquement, je suis une autodidacte d'un bout à l'autre, en fait. Donc, hmm, le fait que faut pas que ça fasse cheap, faut pas que ça fasse pas pro, faut que ça. Il y a beaucoup de il faut qui apparaissent quand tu publies. Et je pense que c'est vrai aussi pour le roman. Pour les romans, quand tu publies, il y a aussi beaucoup de il faut qui arrivent. Surtout quand tu en as déjà publié un, tu l'as écrit dans le secret, entre guillemets, de ta chambre et tu l'as peut-être fait relire, mais finalement il est qu'à toi jusqu'au moment où il t'échappe. Et pour le deuxième tome, tu sais qu'il va t'échapper. Et donc là, c'est plus, c'est plus compliqué. Et bah pour les dessins, c'est pareil. Il y a une certaine pression. Là, je suis en train de travailler sur une illustration du tome 2 qui est au tout début, donc il n'y a pas grand spoil dans l'image en soi, mais je me suis fait un challenge beaucoup trop grand. Enfin, c'est-à-dire que je veux faire un paysage, chose que je fais pas souvent. Je fais surtout plutôt des personnages. Je fais aussi des personnages, mais je veux aussi qu'ils soient sur des chevaux. Or, les chevaux, c'est pas mon truc. Je sais pas faire ça. Donc, du coup, j'ai passé tout l'été à travailler les chevaux, et c'est un projet qui est encore là parce que je suis sans arrêt interrompue dans mon travail, et du coup, c'est difficile de finir un projet. De tenir un projet sur une courte période. Donc j'ai plein de projets qui sont en parallèle, et je switch parce que voilà, donc la difficulté du dessin ne descend pas forcément, même si t'es bon, mais en fait t'as toujours meilleur, et quand t'as le regard du public, bah en fait ce qui est terrible, c'est que et à la fois c'est une bonne chose. Euh, Même quelqu'un qui connaît rien en dessin, si le portrait de quelqu'un est mal fait, il va le voir instant. Il saura pas forcément dire pourquoi il est mal fait, mais il va le voir instantanément. Et du coup, bah, ça fout la pression quand même. hmm. Bah, c'est ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même un très grand parallèle entre le processus d'écriture et le processus de dessin, hein. Bah, C'est pour moi, oui. quand tu es dans une intention personnelle, et bah effectivement, alors oui, il y a un travail à faire de lâcher prise sur le regard des autres, de s'autoriser sa propre posture, etc. Mais effectivement, tu as
tu pas ces «il faut» ou en tout cas justement, tu apprends à t'en détacher et après, oui, quand tu passes avec une intention de vouloir le publier et donc tu plus du tout dans une posture, artistique quelque part, hein. C'est vraiment C'est bon, dur bah, de OK. rester dans une posture artistique, ouais. Exactement, puisque il faut, enfin voilà, c'est l'objectif, c'est que t le livre se vende et donc ça devient une posture commerciale. C'est pour ça que c'est très important et je trouve que dans le partage que avec lequel, enfin qu'on a eu là, ensemble, je trouve que tu as quand même, enfin à mon sens, d'un point de vue un peu extérieur, tu as bien réussi à séparer ces deux mondes-là. Tu t'en as déjà d'abord fait une aventure personnelle où toi tu as appris à savoir comment tu fonctionnes et cetera et là maintenant que ça est bouclé, bah, tu t'interroges sur la suite en te disant: «Bon, bah, OK, maintenant ce livre-là était à publier» et preuve en est que du coup, tu as réussi à le publier en plus et Oui, c'est moi et je bravo. l'avais envoyé à la base, je l'avais envoyé à pour, je l'avais envoyé à Gulfstream. En fait, en 2024, je l'avais envoyé en février 2024 à Gulfstream parce qu'ils avaient ouvert leur soumission et en fait, aux Imaginales, enfin, j'avais aussi envoyé le texte à alors, j'ai la chance d'avoir, pu, discuter et sympathiser avec Christelle Davos et par ailleurs, au cours de ces sympathiques expériences, nous avons échangé sur mon roman et elle m'a proposé de le lire. Donc elle a lu la version avant qu'elle soit, prise par, l'Arche des Songes et elle m'en avait parlé aux Imaginales de 2024 et donc ça m'a donné confiance en moi là-dessus. Mais j'ai aussi appris aux Imaginales de 2024, par, l'éditeur que j'avais rencontré, de Gulfstream, au cours d'un dîner. Alors pas personnel, hein, il y avait plein de monde, c'était assez, divers. Il m'a expliqué un peu comment est-ce qu'ils allaient traiter les textes qui avaient été envoyés en février. C'est-à-dire que c'était un peu une banque de données dans laquelle ils piochaient en fonction de ce qu'ils avaient déjà envie de publier et voir un peu Mmh. qu'est-ce qui allait correspondre et qu'est-ce qui allait les inspirer. Et donc, moi, je me suis dit: «Bon, bah, dans ce cas-là, ça peut être» moi, je pense que mon roman aurait très bien pu, se trouver, dans leur DA. Après, ça aurait pu être, beaucoup plus tard, tu vois? C'était un peu trop, flou pour moi, à ce moment-là et bon, l'avis de Christelle, m'a beaucoup aidée à gagner encore un peu plus confiance, dans un texte que, ah, bah, forcément au bout d'un an et demi de réécriture, je commençais à avoir des doutes. C'est clair, Et c'est normal. puis je me demandais: «Est-ce que je l'enlève de Plume d'argent ou pas? Est-ce que je l'enlève de Plume d'argent ou pas?» parce qu'il est terminé. Puis, c'était que le premier jet, donc il y avait toute la réécriture, je l'ai pas mise sur Plume d'argent, mais en même temps, tu vois, je me disais: «Bon», je me posais vraiment la question de: «Est-ce que je le laisse ou pas?» Et Christelle m'a dit: «Laisse-le, il y a pas de raison». Donc, je l'ai écouté et puis vraiment, en août, je reçois un message, de l'Arche des Songes en mode, «Oui, on a commencé à lire, sur Plume d'argent, ça nous intéresse. Est-ce que tu as une version plus, aboutie?» Alors moi déjà je suis fébrile, je leur renvoie et ensuite ils me disent: «Eh bah, ça nous intéresse vraiment, on aimerait bien le publier. Est-ce que ça t'irait qu'on se voit en visio?» Et du coup, après cette visio en août 2024, ça a commencé et le contrat a été signé, le 12 octobre de 2024, tu vois? Donc c'était Mmh. vraiment, un enchaînement de choses. Si j'avais pas écouté, Christelle, je l'aurais enlevé de Plume d'argent et enfin probablement je l'aurais enlevé Plume d'argent et du coup, j'aurais pas été trouvée par l'Arche des Songes. Donc c'est franchement ça tient pas à grand chose. C'est franchement, tu partages là le hasard, miraculeux, de la vie, des échanges et du partage. Ouais. C'est quelque chose que tu aurais jamais pu prévoir Ah non. et Ça me c'est fait pâlir simplement, aussi. exactement et puis c'est simplement en vivant ta vie d'écrivaine quelque part que cette opportunité un jour s'est offert à toi et franchement je trouve que
Enfin, moi, c'est vraiment ce genre de partage qui m'inspire énormément parce que ça rappelle quand même que le principal, c'est en fait, concentrons-nous sur ce qu'on maîtrise, à savoir, prendre plaisir dans ce processus-là et Mmh. advienne que pourra. Et quelque part, c'est quand on lâche prise sur ce advienne que pourra et qu'on profite du processus que se passent les plus belles choses. Ouais, faut un peu Et s'abandonner voilà. à la providence. Putain, ouais, exactement, exactement. C'est très, très bien dit, ouais. Ouais, exactement, exactement. Et heu, alors moi, je vais pas devoir tarder, mais j'ai quand même envie de te poser, Une dernière question. au moins une dernière question sur, les, 1, 2, 3, je vais y arriver, les mémoires des Sylphes, c'est ça? La mémoire des Sylphes, La ouais. mémoire, putain, j'étais presque. Presque, presque. Non, ça là, je peux te dire que je vais pas oublier du coup maintenant. Sur la mémoire des Sylphes, déjà, je commence par là, mais merci beaucoup d'avoir partagé, autour de son processus de création et de ta manière, d'écrire. Moi, ça me touche beaucoup et je trouve que c'est toujours super d'avoir, les insights un peu d'un écrivain ou d'une écrivaine parce que tout de suite, quand on s'accapare son livre et qu'on le découvre, ça a tout de suite une saveur différente. Parce Ah bah oui, qu'on un véritable on plaisir. ouais, exactement. On note beaucoup plus de choses, et on fait des liens avec ce qu'on a pu entendre. Enfin bref, c'est vraiment trop cool, donc merci pour ça. Et la question, alors c'est une question que je pose toujours un petit peu à la fin, c'est, si tu avais quelque chose d'insolite à raconter sur la mémoire des Sylphes, que ça soit, dans le bouquin, dans les personnages ou dans le processus, qu'est-ce que tu pourrais raconter sur Alors j'ai découvert que mes recherches sur l'escrime, étaient vraies, en pratiquant l'escrime médiéval, après la publication du roman. J'ai incroyable. mon personnage principal, a quelques mésaventures avec son épée, enfin avec son processus enfin quand elle se bat, elle a pas forcément l'habitude et elle a, elle souffre des poignets beaucoup, heu, parce que, elle a en face des gens qui sont assez costauds et donc elle se tape une double tendinite et en fait, moi, j'ai commencé l'escrime médiéval, à peu près en mars 2025, et vraiment très rapidement, je me suis chopé une double tendinite. Parce que alors là, c'est pas parce que je change d'épée comme elle le fait, c'est parce que j'ai il y a bouclier et épée et donc mais en fait, quand t'as pas l'habitude et que t'es quelqu'un de peut-être plus artiste, tu vois, tu tapes toute la journée ou tu dessines, bon, pour mon personnage, j'ai joué du violon, et ben, tu pas forcément la résistance musculaire, enfin, pour tenir des objets lourds et les manier longtemps, en fait, et encaisser des chocs et tout. Et donc, j'ai réalisé que j'avais raison. Et j'ai eu des gens de mon groupe d'escrime qui ont lu mon roman et qui m'ont dit: «Ah, tu t'es inspiré de ce qui t'est arrivé?» J'étais en mode: «Non, il est sorti avant!» Franchement, putain, c'est incroyable. Tu es littéralement devenu ton personnage, quoi. Oui, pas sur un aspect que j'aurais aimé, je t'avoue. Ça, je m'en serais bien passée. Oh là là, putain, c'est incroyable. Bah, écoute, tu vois, c'est exactement ce genre de petite anecdote que j'adore entendre, pour clôturer. Ça donne vraiment du ça fait tu sais, le petit sel, je trouve, des histoires. Ouais. Merci beaucoup Flavie d'être venue parler, de la mémoire des Sylphes et d'écriture, et puis d'illustration aussi. On a balayé beaucoup de sujets et Ouais. j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller découvrir, ton univers, à la fois sur le domaine de l'illustration ou de l'écriture et on mettra, tous les liens, notamment de ton livre, en description. Voilà, voilà. Merci beaucoup Flavie. Mais merci à toi, pour ce podcast, c'était très agréable, vraiment j'ai passé un super moment.